Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20. Dans une demi-heure maintenant, vous retrouverez votre édition nationale. À la une ce soir, fédérer le maximum de consommateurs pour négocier les prix du gaz et d'électricité. C'est le pari de Famille de France qui a lancé une grande opération d'achat groupé. L'association espère une baisse des tarifs d'au moins 10%. L'actualité à présent dans votre région. 10 ans après la mort de Zied et Bouna à Clichy-sous-Bois, les deux policiers sont relaxés. Ils étaient poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Larmes et colère des familles et des habitants qui sont rassemblés en ce moment même. Nous serons en direct de Bobigny dans un instant. Le latin va-t-il disparaître? L'histoire sera-t-elle à la carte à la veille de la grève des profs demain contre la réforme du collège? On va démêler pour vous le vrai du faux et on essaiera de comprendre les raisons de la colère avec notre invitée, la numéro 2 du syndicat majoritaire dans le secondaire. Et puis le retour de la momie de Rueil-Malmaison, retrouvée il y a 15 ans au milieu des déchets. La momie d'une petite fille égyptienne vient d'être restaurée. Image en avant-première à la fin de ce journal. 10 ans après le drame de Clichy-sous-Bois, la justice a donc tranché. Les deux policiers poursuivis pour non-assistance en personne en danger ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Rennes. Ce qui était redouté par les familles de Zied et Bouna, morts électrocutés dans un transformateur, est donc arrivé sur place. Le reportage de Laurence Barbry et Johan Dorion. Honte à vous, honte à la justice! Zied et Bouna, on ne pas! 10 ans d'impunité policière, 10 ans que des policiers se sentent au-dessus des lois. 10 ans d'attente et en moins de 45 minutes, l'espoir des proches de Zied et Bouna s'effondre. Relax pour les deux policiers. Un jugement scandaleux pour Adel, le frère de Zied. C'est eux les responsables de la mort. Il y a plus qu'un non-assistance en personne en danger. Ils les ont mis en danger, ils sont partis. Je suis déçu, je suis dégoûté, je suis presque mourant. Les policiers sont intouchables. C'est pas que dans cette affaire, hein. Ils ne sont jamais condamnés. Une phrase et un doute étaient au cœur de ce procès. S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau, avait déclaré Sébastien Gaïma, l'un des prévenus. Et puis un doute, les deux policiers étaient-ils conscients d'un péril grave et imminent? Le jugement est sans appel, non sur le plan pénal et civil. On ne le reconnaît même pas judiciairement, le statut de victime. Juridiquement, elles ne sont rien finalement. C'est comme si rien ne s'était dit, rien ne s'était fait. C'est d'une certaine manière une sorte de circuler, il n'y a rien à voir. Le tribunal correctionnel de Rennes a donc suivi en tout point les réquisitions du procureur. Mieux, dans ses motivations, il a estimé que les deux prévenus auraient porté secours aux adolescents en cas de danger. Le 27 octobre 2005, Bouna Traoré, 15 ans, et Zied Benna, 17 ans, meurent électrocutés dans ce transformateur EDF à Clichy-sous-Bois. Ils fuyaient un contrôle de police, un comportement qui a légitimé, selon le tribunal, la course-poursuite. Depuis 9 ans, ils ont la certitude, la conscience de n'avoir commis, je me répète, ni faute, ni erreur, ni délit. Le procès en mars avait été douloureux pour Moutine Altin, 17 ans à l'époque. L'unique rescapé de la tragédie grièvement brûlée n'a pas souhaité faire le déplacement à Rennes pour assister au délibéré. La loi ne permet pas aux parties civiles de faire appel au pénal. Cette double relaxe met donc un point final au volet judiciaire de Clichy-sous-Bois. En revanche, Maître Mignard a annoncé un recours au civil. Et en ce moment, un rassemblement est organisé devant le tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Des proches de Zied et Bouna, des associations sont présents. On retrouve tout de suite en direct Alexandra Marie. Alexandra, beaucoup de déception, on l'imagine. Oui, on le sent, hein, beaucoup de déception, des mines tristes, des mines déçues effectivement, et puis un sentiment d'injustice. Hein. Injustice, c'est le mot récurrent ici. Les militants commencent à affluer devant le parvis du tribunal de Bobigny. Des militants, des proches, mais aussi des artistes sont attendus ce soir en soutien des familles de Zied Benna et Bouna Traoré. Le message principal qui est envoyé ce soir, c'est un message d'appel à la réconciliation. Ces associations sont venues dire qu'il faut réconcilier la police et une partie des habitants des quartiers populaires qui a un sentiment d'impunité ou d'une justice à deux vitesses. C'est du moins ce que nous expliquait un militant associatif, c'est ce que je vous propose d'écouter. Il y a beaucoup de cas qui subissent des abus de la part des policiers.
ils respectent aucun citoyen. C'est malheureux à dire, quoi. C'est malheureux, il n'y a aucune justice. Alors on s'en souvient, Alexandra, hein, le drame avait provoqué 3 semaines d'émeutes. Vous étiez à Clichy cet après-midi. Comment les habitants que vous avez rencontrés ont réagi ? Dans le calme, Marianne. On a passé une bonne partie de l'après-midi à Clichy-sous-Bois et d'ailleurs également dans le quartier où vivaient les 2 adolescents et aucune réaction de violence n'était à constater. Alors en revanche, effectivement, l'arrivée massive de journalistes créait à quelques endroits quelques crispations et la mairie de Clichy-sous-Bois craignait d'ailleurs, elle nous l'a dit, que cela puisse mettre de l'huile sur le feu. Mais même si le mot colère était le mot qui revenait souvent dans la bouche des habitants de Clichy-sous-Bois, ils s'attendaient finalement à cette issue pour un procès qui aura duré 10 ans. Je vous propose d'écouter leur réaction. La police, ils sont sortis. Au final, on a attendu tout ça pour rien, c'est ça? C'est comme si, par ce jugement-là, on allait casser quelque chose que nous tous, on a commencé à construire, le vivre ensemble, le mieux vivre et tout. Encore une fois, de la justice, de l'impunité, qui ne s'attendent pas à nous voir brûler des voitures, caillasser la police, non. On a laissé ça derrière nous. En tout cas, ce soir, Alexandra, un appel au calme est lancé. Oui, tout à fait. Il est lancé ici, d'ailleurs, avec ce rassemblement pacifique, mais également par le porte-parole des familles qui l'a rappelé. Ces 10 années ont été marquées de moments éprouvants pour les familles de Ziad Benna et Bouna Traoré. Le meilleur à faire pour les soutenir, c'est effectivement de rester calme. Merci Alexandra Marie en direct de Bobigny. Merci aussi à Mathieu Caillot qui vous accompagne. Autre décision de justice très attendue aujourd'hui par les familles des 2 supporters fauchés par un RER après un match au Stade de France. C'était en 2009. La SNCF a été reconnue coupable d'avoir causé involontairement la mort des 2 jeunes. Elle devra payer une amende de 280 000 € pour avoir manqué à son obligation de sécurité. Caroline Pellet, Kelly Pujard. Ils étaient pourtant arrivés confiants ce midi au tribunal, les avocats de la SNCF. Ils croyaient encore à la relaxe de l'entreprise publique, estimant qu'elle n'était pas responsable de la mort des 2 enfants happés par le RER en 2009. Pourtant, le réquisitoire du procureur était clair. Grave manquement à l'obligation de sécurité. La Cour l'a finalement suivi. La SNCF est reconnue coupable d'homicide et blessures involontaires, condamnée à 280 000 € d'amende. Je ne pensais pas que une décision de ce genre serait rendue. Elle est déclarée responsable. Pour ma part, j'attends d'avoir la copie du jugement, mais je vais évidemment, à titre personnel, recommander à mes clients d'interjeter appel. Je pense que la SNCF n'a aucune responsabilité dans ce dossier. L'affaire remonte au 7 mars 2009. Ce jour-là, Jordan, 10 ans, et Sullivan, 18 ans, 2 jeunes Lillois, sortent du Stade de France avec d'autres supporters. Ils veulent rejoindre au plus vite leur car de l'autre côté du canal. Ils s'égarent dans la nuit, et puis il y a cette porte, ouverte selon les témoins, sans panneau de signalisation danger. Ils se retrouvent sur un pont ferroviaire, le RER arrive. Les 2 enfants meurent sur le coup, 11 autres personnes sont blessées. Pendant le procès, la SNCF soutenait la thèse que la porte, fermée, avait été forcée. Faux ont toujours martelé les avocats des victimes, satisfaits aujourd'hui du jugement. Je pense qu'ils vont être extrêmement soulagés de comprendre que la justice les a entendus, que la SNCF a été déclarée entièrement responsable. C'est assez fondamental pour eux vu les préjudices subis et la mort de Jordan. Récidiviste, la SNCF a déjà été condamnée une dizaine de fois pour manquement à la sécurité. Dans ce dossier, elle n'a pas encore dit son dernier mot et confirme qu'elle va bien faire appel. Je suis innocent. Ce sont les mots de Charles Pasqua à l'ouverture du procès en appel de l'affaire de la Fondation d'art Jean Hamon qui remonte à plus de 10 ans. L'ancien président du département des Hauts-de-Seine a nié tout détournement de fonds publics aujourd'hui à Versailles. Avec lui sur le banc des prévenus, le député maire d'Issy-les-Moulineaux, André Santini, qui clame aussi son innocence. En première instance, les 2 hommes avaient été condamnés à de la prison avec sursis et à de l'inéligibilité. Le procès doit durer toute la semaine. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en août dernier, une attaque inédite dans la capitale. Un prince saoudien venait de quitter son hôtel quand son convoi a été la cible d'un commando d'hommes lourdement armés, porte de la Chapelle. Pas de blessés, mais ils avaient dérobé 250 000 € avant de prendre la fuite. Eh bien, une douzaine de personnes ont été interpellées aujourd'hui en région parisienne.
Également dans l'actualité, l'hôpital public va mal. En voici un nouvel exemple. Le centre hospitalier Victor Dupuy à Argenteuil dans le Val d'Oise lance un appel aux dons pour améliorer le confort de ses patients. Geneviève Faure avec Emmanuel Hunsinger. La maternité du centre hospitalier d'Argenteuil a accueilli en 2014 3300 nouveau-nés, comme cette petite fille âgée d'à peine une demi-heure. Des travaux sont en cours ici pour doubler le nombre de salles d'accouchement. Mais grâce à des dons, un projet supplémentaire devrait aussi voir le jour. Il s'agit d'une salle moins médicalisée pour accoucher différemment. On va avoir 4 nouvelles salles d'accouchement et c'est pour proposer une autre prise en charge avec une salle nature ou salle physiologique, avec un autre environnement pour les femmes qui ne veulent pas de péridurale. Donc ça va être avec un lit adapté, des ballons. Coût estimé de cette salle, 40 000 €. Pour financer ce genre de projet que l'hôpital ne peut prendre en charge financièrement, un fonds de dotation a été créé et un appel aux dons a été lancé. L'argent public se fait rare et on l'utilise pour remplir notre mission première qui est de soigner les patients. Donc effectivement, le fonds de dotation va travailler à des projets qui sont des projets bonus, des projets supplémentaires pour aller au-delà, pour améliorer encore la qualité de l'accueil de nos usagers et de leurs proches. La générosité du public a aussi été mise à contribution pour 2 plafonds lumineux installés dans les bunkers de radiothérapie pour un coût total de 24 000 €. Le but, c'était que les patients se relaxent au maximum, qu'ils ressentent un moment où ils sont un peu moins stressés que d'habitude. C'est du plus. C'est du plus, mais pour moi, et pour les autres médecins et pour le personnel d'ailleurs, c'est du plus indispensable. La pratique du mécénat intéresse de plus en plus les établissements hospitaliers, une façon de compenser la baisse des dotations publiques. La réforme du collège demain, les profs seront dans la rue. Oui, mais contre quoi? Depuis plusieurs jours, on entend tout et son contraire. Les langues anciennes et les classes bilingues vont-elles réellement disparaître? Quid des programmes d'histoire? Les réponses à vos questions avec Valentine Poncy. Depuis sa présentation le 10 mars dernier, la réforme du collège suscite polémique et inquiétude. 4 points divisent. Les classes bilingues seront-elles supprimées? C'est vrai. L'enseignement de 2 langues vivantes à partir de la 6e disparaît. Les sections européennes sont également supprimées. Mais à la place, l'apprentissage d'une seconde langue commencera dès la 5e. L'enseignement du latin et du grec sera-t-il supprimé? C'est faux. D'abord menacées, ces 2 options ont été réintégrées dans les programmes. Elles seront abordées dans le module Langues et cultures de l'Antiquité et pourront être approfondies lors d'enseignements complémentaires. Les programmes d'histoire seront-ils à la carte? C'est vrai. Dans cette discipline, des thèmes seront obligatoires, d'autres seront laissés au choix des enseignants. Certaines notions fondamentales, comme le siècle des Lumières ou l'héritage chrétien qui ont fait débat, seront systématiquement enseignées. Mais la consultation des enseignants n'est pas encore terminée. Le programme d'histoire devrait être clarifié prochainement. Il y aura des cours qui mélangeront les matières. C'est vrai. Chaque semaine, 3 heures seront consacrées aux enseignements pratiques interdisciplinaires. Des professeurs de différentes matières vont travailler ensemble pour animer des ateliers avec des petits groupes d'élèves. Une manière de limiter les cours magistraux. Avec nous sur ce plateau, Valérie Sipahi-Malani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la numéro 2 du SNES-FSU, premier syndicat dans le secondaire. On le voit, c'est difficile à chaque fois de réformer l'éducation nationale. Est-ce que finalement, vous les profs, vous n'êtes pas conservateurs? Alors là, c'est ce qu'on nous dit. Je ne pense pas qu'on soit conservateur. Je pense qu'on veut que les choses s'améliorent. Et quand quelque chose ne nous semble pas aller dans le bon sens, eh bien on le dit, c'est tout. Dans cette réforme, il y a plusieurs points qui fâchent. On va prendre un exemple, les fameux projets en commun entre profs de matières différentes. Pourquoi ça vous dérange alors que ça marche à l'étranger et là où c'est expérimenté en France d'ailleurs? C'est pas que ça nous dérange, c'est que nous, pour nous, la réforme, elle doit avoir 2 objectifs, faire réussir davantage d'élèves et améliorer les conditions de travail dans les collèges. Or, rien ne prouve que ces techniques-là fassent réussir davantage d'élèves dans l'état actuel du collège français. Donc pour nous, c'est pas la priorité. C'est quoi la priorité alors? La priorité pour nous, c'est d'avoir la garantie de pouvoir travailler en petits groupes dans les classes et de ne pas avoir à se battre entre collègues, entre enseignants, pour récupérer les quelques heures que le ministère veut bien nous donner.
Vous l'admettez, il y a quand même un malaise au collège. Hein. Il y a le niveau qui baisse en maths, en français, il y a des problèmes de comportement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes d'accord pour une réforme? Oui, tout à fait. Laquelle? Mais nous, ce qu'on veut, je vous le dis, c'est pouvoir travailler en petits groupes et pouvoir être mieux formés pour aider les élèves en difficulté. Alors la réforme, dans ce qu'elle propose, ne parle pas de la formation des enseignants, donne l'interdisciplinarité comme une solution, mais rien ne le prouve. Et nous, ce qu'on voudrait avant tout, c'est aussi travailler sur la mixité sociale dans les établissements scolaires. Et ce qu'on craint, c'est qu'avec la suppression du latin, du grec et des classes bilingues, on ait des collèges qui fassent fuir certains élèves. C'est-à-dire qu'avec ces options-là actuellement, on arrive à maintenir dans les collèges des enfants qui autrement risqueraient de partir dans le privé. Et nous, on veut garder ces élèves-là dans le public. Vous réfléchissez déjà à la suite du mouvement? Est-ce qu'il y aura par exemple la grève des examens du brevet? On ne s'interdit rien. On verra bien. Nous, pour le moment, ce qu'on veut, c'est que la ministre dise qu'elle retire son projet de réforme et qu'elle ouvre les discussions. Mais on ne s'interdit rien. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Et donc demain, je le rappelle, les profs du collège seront en grève, une mobilisation qu'on suivra bien évidemment attentivement. Il est 19h14 à suivre. Les supermarchés obligés de donner leurs invendus pour lutter contre le gaspillage. C'est la proposition phare du projet de loi sur la transition énergétique. Nous verrons que la Banque alimentaire s'est déjà organisée pour récupérer les denrées et ça marche. Et puis la renaissance du bassin de Latonne au château de Versailles, symbole de la puissance de Louis XIV. Après 2 ans de rénovation, l'une des pièces maîtresses du jardin a été inaugurée à la mi-journée. On ne jette pas la nourriture, c'est une habitude dans de nombreuses familles. Eh bien, ça pourrait devenir une obligation pour les supermarchés. C'est la mesure choc du projet de loi sur la transition énergétique examiné demain à l'Assemblée. Alors de leur côté, les associations s'organisent pour récupérer les invendus. La Banque alimentaire, elle, s'est installée au port de Gennevilliers, au plus près des grandes surfaces. Le reportage de Frédéric Ovas et Philippe Aliès. Il est midi, Jérôme, employé de la Banque alimentaire, est de retour après sa tournée quotidienne des centres commerciaux. Dans son camion, des produits invendables pour les magasins qui auraient fini à la poubelle. J'ai des produits laitiers, du fromage, des plats cuisinés, un peu de viande, de la charcuterie. Pour récupérer toutes les denrées des grandes surfaces, la Banque alimentaire s'est installée dans cet entrepôt de 2000 m², port de Gennevilliers. Avec 2 chambres froides, ici on peut enfin trier et reconditionner correctement pour mieux redistribuer aux associations caritatives comme le Grain d'épices qui viennent chercher ici riz, lait, farine et produits frais. Lutter contre le gaspillage, c'est surtout prévoir toute une logistique. Ça demande déjà un chauffeur obligatoirement pour qu'il puisse aller faire ses tournées et récupérer les denrées alimentaires. Ça demande aussi quelqu'un pour pouvoir les trier. Des fois, il y a des produits qui sont un peu abîmés, donc on est obligé d'enlever les feuilles, comme pour les salades. On a besoin de matériel, on a toujours des besoins humains, évidemment, en termes de main-d'œuvre. Donc, au niveau du matériel, les fondations Monoprix et la fondation Carrefour nous ont financé donc, chacun un camion frigorifique. Et en ce qui concerne la main-d'œuvre, donc l'État nous aide bien forcément avec l'engagement de service civique à l'heure actuelle. Avec cette organisation, en 8 mois, 500 tonnes ont pu être collectées. Ce sera plus du double d'ici la fin de l'année, soit 2 millions de repas par an. Autre atout, les entreprises du commerce en ligne qui ont leur entrepôt dans le port. Elles offrent encore plus de perspectives de dons. C'est le retour de la momie. Il y a 15 ans, la momie d'une petite fille égyptienne était retrouvée au milieu d'encombrants à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Ce soir, elle est présentée complètement restaurée aux donateurs qui ont permis sa remise en état avant son entrée au musée à la fin de l'année. On vous la dévoile en avant-première grâce au reportage d'Isabelle Dupont et Pierre Less. Après 15 mois de restauration, la voici ressuscitée et présentée ce soir à ses premiers admirateurs. Ta Izet est la momie d'une petite fille égyptienne datant de 2 ou 3 siècles avant Jésus-Christ. Un long voyage dans l'histoire jusqu'à sa découverte il y a 15 ans lors d'une banale collecte de déchets à Rueil-Malmaison. La momie fait désormais partie du patrimoine de la ville, une centaine d'habitants ont même financé en partie sa restauration. On l'appelait tout encombrant au début, parce qu'effectivement, c'était quand même une grande surprise pour nous de découvrir un sarcophage égyptien dans les encombrants de la ville. Et les Rueillois se sont passionnés pour cette affaire, et il y a eu beaucoup de dons. Elle va devenir la vedette de notre musée, parce que
musée de Rueil-Malmaison, avoir une momie égyptienne, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais comme on a le château de Napoléon et de Joséphine juste à côté, ceci est relié à cela. Car c'est probablement à l'époque napoléonienne, où l'égyptomanie faisait fureur, que Taizet a été rapporté en France. Son sarcophage est lui aussi en cours de restauration et en janvier prochain, ces 2 trésors réunis seront exposés pour l'éternité au musée de la ville. On fête cette année les 300 ans de la mort du roi Soleil et la fin d'un gros chantier de rénovation à Versailles. Après la Galerie des Glaces, un autre joyau du château a retrouvé son éclat. Le bassin de la Tonne a été inauguré après 2 ans de travaux en présence, vous l'avez vu, d'une centaine d'artistes qui ont participé donc à sa rénovation. Histoire d'une renaissance avec Antoine Marguet, Pierre Pachou et Jean-Yves Blanc. Après 2 années de travaux, en plein cœur des jardins du château de Versailles, c'est le retour de la statue de Latone sur son socle. Presque la touche finale pour Pierre-André Laplaude, l'architecte en chef de cette rénovation. C'est une fierté collective de tous les gens qui ont travaillé sur ce chantier parce que c'est des chantiers uniques, hein. Personne n'a jamais fait ça et donc il faut essayer de comprendre comment ça avait été conçu, de conserver au maximum les matériaux. Et là donc on a remonté un petit peu le réveil et puis on le remonte et puis on va voir si ça marche. On va voir comment ça marche et quels sont les petits réglages qu'il faut faire. Moment surréaliste pour les amoureux de Versailles. Ce jour-là, il y a 2 statues de Latone sur le parterre. Il faut dire que l'original a été vandalisé dans les années 80 avec un tag. Une première copie trônait ici depuis 30 ans, mais elle a jauni avec le temps. C'est finalement un 2e moulage plus résistant qui a été installé. Pas de quoi briser la magie pour les visiteurs. Ah, super. Super, surtout qu'on retrouve les anciens gestes avec les nouveaux qu'on a maintenant, qui a été refait à l'identique comme ça a été au départ. J'avais peur que ce soit très clinquant quand j'avais vu l'installation des statues sur les côtés, là, les 2 petits bassins. Et je trouve que ça l'est pas trop, je suis bluffée. Une rénovation à 8 millions d'euros. Le cadeau d'un riche mécène suisse anonyme tombé amoureux de Versailles. À sa mort, il a donné une partie de sa fortune. Une renaissance pour la Tonne, dorure à leur fin et marbre de Carrare. Il faut dire que le bassin revient de très loin. Voilà dans quel état il était il y a à peine 2 ans. Le contraste est saisissant. Il faut dire que la Tonne, c'est un organe essentiel pour Versailles. C'est un réseau qui est un réseau un petit peu presque cardiaque. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que le XVIIe siècle, c'est aussi l'époque où on commence à pratiquer de façon générale en médecine la dissection. Et plus le réseau ici copie le fonctionnement du système artériel humain, plus il a des chances d'être fonctionnel et d'être efficace. Et on a vraiment ce système, donc c'est vraiment le cœur. On a fait en gros une opération à cœur ouvert. Bon, on est en train de la terminer, on est en train de faire les dernières coutures et maintenant on va remettre le sang en pression et on va voir si ça fonctionne. Pour Louis XIV, le message de la Tonne était celui de sa toute-puissance. Dans la mythologie, cette déesse transformait les paysans en grenouilles car ils avaient refusé qu'elles puissent boire de l'eau du fleuve. Avec la renaissance de ce bassin, c'est donc Versailles qui retrouve son mythe. Les adieux d'une étoile. Aurélie Dupont va danser pour la dernière fois ce soir sur la scène de l'Opéra Garnier dans l'histoire de Manon. C'est dans quelques minutes d'ailleurs. C'est elle qui est entrée à l'école de danse de l'Opéra de Paris quand elle avait 10 ans. À aujourd'hui, 42 ans, l'âge de la retraite pour une danseuse étoile. Pour autant, elle ne quitte pas la maison où elle a brillé 17 ans durant. Elle y sera désormais maître de ballet. Avant de refermer ce journal, quelques infos pratiques comme chaque soir et d'abord des conseils gratuits et sans rendez-vous pour vous aider à monter votre entreprise ou à relancer votre activité. Ça se passe place de la République à Paris jusqu'à jeudi où le bus de la création d'entreprise a pris place. C'est de 10h à 18h. Et puis la Poste du Louvre déménage à partir de demain minuit. Elle sera fermée pour travaux. Un bureau provisoire va ouvrir au 16 rue Étienne Marcel à partir du 29 mai. Comme la Poste du Louvre, il sera ouvert jour et nuit, 7 jours sur
sur 7. En attendant, il faudra se rendre dans les bureaux voisins aux horaires habituels. Plus d'infos bien sûr sur notre site internet France 3 Paris. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo et le journal de la rédaction nationale, présenté ce soir par Carole Gessler. Prochain rendez-vous avec l'info régionale demain, dès midi. Ce sera avec Sébastien Thomas. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.